Voilà. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire sur les formulaires web ou comment fluidifier l'expérience client en seulement quelques minutes parce que effectivement les formulaires font partie intégrante de cette expérience client dans un tunnel de commande notamment. Donc ce matin je suis seul puisque Kikals n'a pas pu nous rejoindre. Vous aurez l'opportunité de télécharger le document de ce webinaire à l'issue de la présentation. Vous pourrez le revoir également en replay jusqu'à la fin de cette année 2017. Et puis, bien sûr, je répondrai à toutes vos questions tout au long de ce webinaire. Vous pouvez d'ores et déjà vous exercer sur le chat pendant cette présentation. Alors, rapidement un sommaire dans lequel on va rappeler le contexte, aborder les solutions pour valider et fluidifier cette expérience client, voir comment on peut intégrer ces différentes solutions en seulement quelques minutes. Bien sûr, je m'efforcerai de vous donner quelques idées de budget au cours de cette présentation et puis on pourra aborder la session de questions-réponses. Alors, nous sommes dans un contexte digital bien évidemment où le formulaire est omniprésent et aujourd'hui, quand on pose la question aux internautes ou aux utilisateurs tout simplement du digital, combien de formulaires utilisez-vous par jour, remplissez-vous, eh bien au moins 1 à 81%. Donc ça veut dire que au moins un formulaire à remplir à 81% en grande majorité. Donc. Et combien ont renoncé à un achat à cause d'un formulaire à remplir? 49% ont déjà renoncé au moins une fois à remplir un formulaire et donc ont renoncé à un achat. Donc d'où l'importance de ce formulaire dans un contexte digital parce que c'est vraiment un frein dans l'expérience utilisateur et 70% des internautes abandonnent leur panier avant l'achat et ce pour différentes raisons et parmi les raisons vous les retrouvez ici soit parce que c'est trop long, soit parce qu'il faut se connecter, soit parce que encore une fois on a trop de choses à remplir. Vous retrouverez donc toutes ces statistiques dans le document. Alors, le e-commerce et le m-commerce sont bien sûr très liés et beaucoup de gens commencent sur un smartphone à saisir un certain nombre d'informations et ce n'est pas toujours évident sur un smartphone. Et là, en plus, on a la dictée parfois et pas toujours dans tous les formulaires. Et 57% des bominautes ont déjà acheté via un mobile en fait. Donc vous voyez que ce formulaire, il faut trouver un équilibre entre harmonie et saisie. Donc dans l'expérience utilisateur, il faut trouver l'équilibre entre la productivité et la rapidité de saisie, la lisibilité, la simplicité et l'ergonomie et bien sûr la qualité des données que l'entreprise doit recueillir et la gestion des erreurs qu'elle doit faire pour alerter l'internaute, l'utilisateur, celui qui est en train de saisir, parce que, encore une fois, aujourd'hui, on prend souvent le parti de dire je ne dois pas freiner mon internaute, je ne dois pas freiner mon utilisateur, mon acheteur, donc je dois laisser cette expérience relativement fluide au risque d'avoir une qualité de données qui sera plus faible et qui peut être impactante. Alors les enjeux, bien évidemment, c'est la délivrabilité des produits et des services. Sachez qu'aujourd'hui, Chronopost, avec lequel on travaille sur la validation des adresses, a au moins 15% d'adresses quotidiennes qui ne peuvent être saisies, enfin qui ne peuvent être validées automatiquement et que le chauffeur doit valider à la main parce qu'il y a des ambiguïtés, notamment des ambiguïtés dans les zones commerciales où il y a un certain nombre d'entreprises. Alors en plus, il peut s'ajouter à cela des aspects d'heures d'ouverture, entre autres, hein, mais dans les zones commerciales, les adresses ne sont pas toujours optimisées, ne sont pas toujours connues des référentiels, entre autres postaux, par exemple, et puis on n'a pas, lorsqu'on a un CEDEX, on a aussi des difficultés, puisqu'on ne peut pas livrer une adresse CEDEX, hein, donc on a des difficultés et il faut valider cette adresse, donc ça c'est en B2B, mais on a également un certain nombre d'ambiguïtés, parce qu'on va pouvoir gérer par exemple la rue du Général Leclerc, alors que c'est l'avenue ou la place du Général Leclerc, et donc cette ambiguïté ne peut pas être levée de façon automatique avec un certain nombre d'outils de contrôle et de référentiels. Alors, la bonne expérience du client, c'est un des enjeux. Il faut
simplifier la saisie pour lui faciliter la tâche. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important. Et on va voir que plutôt de se dire je mets moins de contrôle, parfois on peut ajouter des systèmes qui vont non seulement fluidifier, mais également contrôler la saisie. Et ça participe de sa bonne expérience au moment de la commande du tunnel d'achat ou du tunnel de demande d'information. Et ça participe également après à la satisfaction du client parce que mieux je vais pouvoir délivrer son produit et son service, parce que je vais pouvoir respecter des horaires, parce que je vais optimiser ma tournée de livraison par exemple, parce que j'aurai moins de SAV parce qu'il sera livré en temps et heure. J'optimise donc sa satisfaction du client. Bien sûr, la productivité interne est importante puisque mon livreur va pouvoir en faire davantage, il va avoir moins d'adresses à contrôler. Sachez que chez Plantes et Jardins, par exemple, on a pu éliminer plus de 99% des adresses qui nécessitaient un contrôle en temps réel, juste avant le départ de la camionnette de livraison. La qualité de la collecte des données est très importante pour la connaissance client parce que c'est ce qui va nous permettre de garantir dans nos bases de données une vision unique du client et donc d'optimiser cette connaissance du client. Donc soit en temps réel, bien évidemment, mais même en temps différé, parce que derrière, ça nous permettra de faire des analyses plus fines. On ne va pas confondre les prospects et les clients. On pourra faire des scores de prédiction de comportement parce qu'on aura vraiment une bonne vision de notre consommateur. Alors, quels sont les objectifs? Les objectifs ici, c'est bien sûr de simplifier cette saisie et de voir quels sont les systèmes qui peuvent nous permettre d'éviter de saisir, de simplifier la saisie et donc de garantir la qualité de l'information qu'on va saisir au travers des tablettes, au travers des smartphones ou bien évidemment des personal computers. Alors pour ça, on a des assistants aujourd'hui qui nous permettent automatiquement d'enregistrer, de préenregistrer de l'information et de la resservir au moment opportun. On peut utiliser les comptes de réseaux sociaux pour se connecter, et là tout le monde n'est pas toujours d'accord pour se connecter avec son compte Facebook, son compte Twitter ou autre, parce que bien évidemment il y a un système de tracking qui se met en œuvre. C'est de pré-remplir via des bases clients lorsqu'on a déjà commandé une première fois, voire il faut s'en souvenir lorsque un certain temps on est resté sans commander, donc parfois on ne sait pas avec quelle adresse email on s'est déjà logué. C'est d'abréger la saisie avec des systèmes qui vont nous permettre d'être plus rapides. Et puis, c'est de dicter, lorsqu'on a un smartphone ou un micro sur son ordinateur, c'est bien évidemment d'avoir la reconnaissance vocale. Et le mieux, c'est d'avoir un mix de toutes ces solutions dans ces systèmes. Alors, on va voir au travers de certain nombre de solutions. Alors, je vais ici partager mon écran pour vous présenter ces différentes solutions qui vont nous simplifier, notamment dans la phase d'identification. Et je vais utiliser le partage d'écran. Donc, je vais ici, voilà, je suis en train d'initialiser mon écran et vous allez... alors est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Parce que... non, alors... Voilà, là vous devez le voir. Est-ce que vous le voyez? Oui, alors, vous avez la possibilité en bas à droite de votre écran de saisir, de maximiser la fenêtre. Vous avez un petit icône carré qui vous permet de fit to screen, de maximiser la fenêtre. Je regarde le chat, est-ce que vous avez pu maximiser la fenêtre? Sinon, vous allez... Voilà. Oui, très bien, parfait. Voilà, donc ici, vous avez différents services. On vous propose 11 services sur cette plateforme SoEasyForm. Donc des services sur l'adresse, des services sur le téléphone, le service sur de la validation d'adresse email ou sur de la validation de données d'entreprise. Alors, je vais vous montrer comment, sur un formulaire Amavis, par exemple, on peut utiliser ces différents services. Vous avez ici un exemple qui n'est pas forcément le meilleur, il est un peu long, mais c'est un système, c'est un formulaire B2B qui nous permet en fait ici de valider, de contrôler la motivation et l'engagement
en fait de notre consommateur, parce que s'il remplit un formulaire un petit peu long dans lequel on lui demande l'email, le téléphone, son entreprise, son nom, son prénom et son adresse, et vous voyez qu'ici j'ai qu'une seule ligne d'adresse pour simplifier un petit peu le formulaire, un objet et puis une activité, un code NAF. Donc je vais utiliser ici une adresse et je vais mettre gmail.com par exemple, en faisant une faute d'orthographe. J'ai tapé gmail au lieu de gmail.com et lorsque je vais valider, passer, il a automatiquement corrigé en gmail.com. Pourquoi? Parce que on a détecté en temps réel que gmail.com n'existe pas et que probabilistiquement et orthographiquement, gmail.com est le plus probable sur ce nom de domaine. Donc on a fait cette première validation. Alors on peut faire aussi certaines validations sur des noms de domaine du type Orange par exemple. Si je fais orange.fr et que je valide, il me dit que le nom T. Alain Grain n'est pas disponible sur orange.fr. Alors toutes les messageries ne réagissent pas sur ce type d'interrogation et parfois on est un petit peu embêté parce qu'on n'a pas de réponse. Donc je remets gmail.com et puis je vais rentrer le numéro de téléphone du standard et automatiquement je vais pré-remplir grâce à l'annuaire téléphonique. Ici on a un système de gestion inverse. Je vais remplir donc mon formulaire avec l'entreprise, l'adresse. Et vous voyez tout à l'heure je n'avais qu'une seule ligne d'adresse. J'en ai maintenant 2 qui se sont remplis automatiquement parce que je suis allé chercher dans l'annuaire téléphonique le numéro de téléphone du standard de la société Amabis et je vais pouvoir donc compléter ici simplement avec mon nom et mon prénom. Donc j'ai une auto-complétion puisque j'avais déjà renseigné. Si je veux modifier ici mon adresse, je vais pouvoir rajouter quelque chose pour compléter. Par exemple, je vais dire que c'est le bâtiment Amanda. Et c'est la boîte postale 14 par exemple. Et en validant, alors j'ai rempli d'une façon totalement déstructurée, donc ça c'est un des exemples de saisie qu'on peut faire d'une adresse, d'un pavé adresse. L'avantage de ce pavé déstructuré, c'est qu'on saisit comme sur une enveloppe, on n'est pas obligé de remplir les champs dans le bon ordre et ça permet de traiter l'ensemble des pays de façon plus fluide puisque au fait il n'y a pas de format prédéfini. Donc, vous allez ici voir qu'en validant, automatiquement, le système a reconnu que bâtiment Amanda, ça devait se mettre au-dessus de 31 avenue du Général Leclerc et que boîte postale 14, ça se situait juste devant le code postal et la localité. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a appelé dans ce formulaire trois services. Le premier pour valider l'adresse email, le deuxième pour pré-remplir via le téléphone la société, alors la société ou l'individu si j'avais mis un numéro d'individu, et puis j'ai pu compléter mon adresse et la valider automatiquement dans un pavé de saisie déstructuré parce que ça m'a permis donc d'aller un tout petit peu plus vite et là j'ai vraiment une adresse complète. Alors on a un autre type de formulaire sur d'autres pages du site dans lequel on ne demande pas l'adresse parce qu'on n'en a pas systématiquement besoin en fait, mais simplement on demande le téléphone. Et lorsque le téléphone nous est fourni et que ce numéro de téléphone se trouve dans l'annuaire, on a quand même 29 millions de lignes aujourd'hui, eh bien on peut pré-remplir en zone cachée l'adresse que l'internaute ne voit pas, mais que nous pouvons recevoir, ce qui nous donne une indication supplémentaire sur la localisation de l'entreprise. Et lorsqu'on a des sectorisations territoriales, par exemple pour les commerciaux, eh bien c'est pratique pour faire des affectations ensuite. Voilà. Alors, je reviens sur le diaporama. Voilà, j'espère que vous avez tous vu l'écran, ça s'est bien passé. Donc, sinon, on reviendra sur le... Je vous ai fait cette démonstration, vous voyez, avec le formulaire Amabis. Et je fais une précision importante parce que beaucoup de gens l'ignorent aujourd'hui. Dans les formulaires qu'on trouve sur Internet, on a souvent une ligne d'adresse plus le code postal et la ville. Alors, ici, on vous a mis les 4 cas qu'on rencontre le plus fréquemment, enfin, pas forcément les plus fréquemment, mais je vous ai mis le cas idéal et puis les cas qui sont un petit peu dégradés. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 4 lignes d'adresse plus le code postal ville? Ça, c'est le respect de la norme postale, c'est idéal. C'est parce que là, on va pouvoir rentrer une adresse particulièrement complète.
Si vous n'avez pas ces 4 lignes, eh bien, vous pouvez perdre de l'adresse. Regardez, ici, on a mis une adresse vraiment complète et toutes les adresses ne sont pas bien évidemment de ce type-là, mais pour une livraison, il peut être nécessaire, voire dans une zone commerciale, d'avoir le digicode, d'avoir un certain nombre de choses. Et là, ici, avec 5 lignes, vous allez pouvoir renseigner ces éléments. Donc, appartement 12, escalier C, une résidence, une adresse, un lieu-dit et bien sûr un code postal ville. Alors si j'ai 3 lignes d'adresse plus code postal ville, je vais pouvoir tasser mon information sur la première ligne d'adresse qui sont les compléments de localisation et je vais conserver mon complément d'acheminement qui est ici mon lieu-dit. On pourrait trouver ici bien sûr une boîte postale dans le cas de ce type d'adresse entreprise. Et puis ici, lorsque je suis sur 2 lignes plus code postal ville, je vais commencer vraiment à tasser mon information et à perdre de l'information puisque je perds ici le complément d'acheminement. Alors bien évidemment, lorsque j'ai qu'une seule ligne, je vais perdre énormément d'informations et ça va contraindre ma livraison qui sera notoirement incomplète. Donc les systèmes Amabis peuvent travailler sur le cas 5 lignes, le cas 3 lignes, et le cas 2 lignes plus code postal ville, mais on ne peut absolument pas travailler avec un cas une seule ligne plus code postal ville parce qu'on est trop contraint pour retourner l'information et là vous perdez beaucoup d'informations. Alors, je vous ai mis ici, vous retrouverez ça dans le diaporama, l'adresse postale, l'adresse géographique pour bien distinguer le fait qu'en base de données et dans un formulaire, vous allez avoir des choses distinctes. Donc, vous pouvez saisir d'une façon déstructurée et réafficher d'une façon structurée ensuite le formulaire pour demander la validation, pour afficher les informations auprès de l'internaute. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver ça de façon très structurée dans votre base de données. Il faut bien dissocier donc ce que je saisis de la base de... Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, nous, la saisie fluide ici. C'est le service 1. Vous avez un deuxième service qui est une saisie guidée dans laquelle on va vraiment nommément identifier les champs en disant, voilà, ici tu dois mettre le point de remise, tu dois mettre le point géographique, tu dois mettre le numéro dans la voie et tu dois gérer le complément d'acheminement. Et on peut même ici avoir une autocomplétion et je vous montrerai un autre système encore un petit peu plus assisté juste après. Donc là, vous allez être complètement guidé. Néanmoins, ce peigne qui est plus contraignant et qui va ralentir la saisie par rapport au précédent que je viens de vous montrer, permet également de passer outre un certain nombre de choses puisque je pourrais mettre 31 Leclerc, donc avoir une saisie abrégée directement dans le point de remise et mettre juste un code postal et là, mon adresse sera validée. Si j'ai un petit peu de temps, je vais vous montrer ça en temps réel tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est ma saisie guidée. J'ai également une saisie encadrée dans laquelle là vraiment on va commencer par le code postal ville pour pouvoir faire de l'autocomplétion sur les derniers champs. Donc ça, on le déconseille un petit peu parce que c'est à la fois contraignant et c'est pas forcément dans un ordre logique. Ça permet de faire une saisie assistée qu'on va compléter par une... Voilà, la saisie encadrée, vous voyez ici, je montre l'autocomplétion. Et aujourd'hui, on a un système un petit peu plus avancé qui permet de faire une autocomplétion directe, une saisie prédictive où au fur et à mesure que je saisis, eh bien, j'ai des suggestions qui s'affichent directement. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure, si vous le souhaitez, dans les questions-réponses, je pourrais vous faire quelques démonstrations sur le portail Soeasyform, par exemple. Alors, la saisie prédictive, voilà, la saisie prédictive, c'est de taper avec des éléments qui ne sont pas forcément... Alors ça, vous allez me dire, c'est ce qu'on retrouve sur des sites du type cartographique, hein, les grands cartographes comme Google. Alors, notre particularité, c'est de pouvoir intégrer des éléments postaux comme les bâtiments, les résidences, que vous ne retrouvez pas sur des éléments de cartographie, par exemple avec Maps. Alors, la saisie d'adresse internationale, tout à l'heure j'évoquais le sujet, on va pouvoir avec un seul et même formulaire contrôler 249 pays et territoires avec un seul champ de saisie déstructuré, donc qui reste très fluide, donc qui ne contraint pas l'utilisateur, qui vous permet, vous, d'avoir un seul et même format et donc de valider ça.
Quelles sont les informations qu'on a en B2B? Ces informations, vous les retrouvez ici. Et ça peut être intéressant pour faciliter la saisie d'un utilisateur B2B qui va créer un compte e-commerce, par exemple, dans une boîte, dans une société de VPC, de vente par correspondance ou d'e-commerce, donc, dans lequel je vais devoir rentrer un SIRET, je vais rentrer un certain nombre d'éléments de facturation, de TVA intracommunautaire ou ce genre de choses. Et ici, donc, je vais pouvoir remonter automatiquement, soit parce que je vais rentrer le nom de la société plus le code postal, soit parce que je vais rentrer directement le SIRET, je vais pouvoir remontrer toutes ces informations qui ont trait à l'entreprise et qui sont issues d'informations validées par l'INSEE, par le BODAC, enfin les différents organismes légaux qui gèrent les entreprises, différents organismes officiels. Alors, comment est-ce que j'intègre ces différents services en quelques minutes dans mes services web? D'abord, on va voir sur le portail Soeziform, on va d'abord se connecter. Ensuite, je vais pouvoir analyser mon formulaire en ligne. Je vais pouvoir déclarer les champs du formulaire. Donc, j'ai 6 étapes. Je vais pouvoir choisir mes différents services et je vais pouvoir valider et télécharger mon code avant de l'uploader et de modifier mon formulaire, juste quelques lignes à ajouter dans mon formulaire. Donc ça va me prendre maximum 10 minutes et je vais être opérationnel avec un formulaire web qui sera bien plus fluide et donc qui va permettre une meilleure expérience client et qui va garantir, alors non seulement je vais simplifier ma saisie, mais encore une fois, je vais garantir donc mes données. Alors je reviens sur mon partage d'écran. Alors théoriquement vous êtes toujours sur ce partage d'écran, donc je vais venir copier ici le formulaire que vous avez vu et je vais me connecter dans la partie intégration. Alors, je vais me connecter avec mon compte. Voilà. Donc première phase de connexion. Deuxième phase, je vais analyser mon formulaire d'amabis.com, c'est du PHP ici, donc j'analyse. Et le système va me proposer de gérer une correspondance entre mes différents champs. Donc par exemple ici, dans mon formulaire que je vous ai montré tout à l'heure, vous aviez un email, un téléphone, une entreprise et puis un certain nombre d'éléments de l'adresse. Donc je vais pouvoir assurer cette correspondance ici pour pouvoir choisir mes différents services. Alors si je ne déclare pas le champ téléphone, les services téléphone ne me seront pas proposés. De même, si je ne déclare pas un champ société, je ne pourrai pas avoir accès aux services qui permettront de gérer les adresses d'entreprise, par exemple. Donc là, je déclare mes différents champs d'adresse. Et vous voyez qu'ici, on a mis un certain nombre, on n'en a mis que 3. Je mets le code postal ville et je vais simplement m'arrêter là pour voir les différents services que me propose donc le portail parmi les 11 qui sont disponibles actuellement. Alors si je veux une estimation budgétaire, je vais mettre 100 000 formulaires. Voilà, 100 000 formulaires. Et si je veux saisir la saisie prédictive, je veux saisir donc pour 100 000 formulaires à l'année, ça va me coûter 109 € par mois la première année. Puis il y a des tarifs dégressifs en année 2 et en année 3. Et si je veux ajouter le téléphone inverse comme je vous l'ai montré tout à l'heure, là je fais appel à l'annuaire. Donc pour 100 000 formulaires, ça me coûtera 253 € mensuels la première année. Et puis si je veux valider l'adresse email, là ça me coûtera 8 €. Donc vous voyez que par formulaire, je vais arriver à un coût de formulaire, de validation de formulaire qui me permet non seulement d'en fluidifier la saisie, mais également de garantir l'information qui est saisie. C'est 5 centimes 40 par formulaire. La première année, ça descend un tout petit peu les années suivantes. Voilà, donc 5 centimes 40. Donc je valide ici mes 3 services sélectionnés. Je vais accepter la période de test et les conditions d'utilisation du service. Je vais valider et je vais donc devoir juste copier ces 5 lignes de code au sein même de mon formulaire, de ma page HTML, PHP, puisque ici j'étais en HTML, PHP, mais j'aurais pu être en ASP, .NET ou en Java par exemple. Et puis je vais télécharger ce code que je vais ensuite dézipper et uploader sur mon site
pour pouvoir tout simplement être opérationnel. Et vous voyez ici, en quelques minutes, j'ai pu télécharger mon formulaire, enfin les éléments de mon formulaire, déclarer les champs dont j'avais besoin pour pouvoir sélectionner 3 services. Et ces 3 services donc sont immédiatement opérationnels en test, et puis ensuite j'aurai la possibilité bien sûr de souscrire à une offre payante pour pouvoir valider donc comme je vous l'ai montré dans la démonstration tout à l'heure, à la fois l'email, pré-remplir via le téléphone et valider les adresses en temps réel. Voilà. Donc je suis revenu sur le diaporama. Je vais vous présenter en quelques petits mots Amabis et puis on va pouvoir passer à la séance de questions-réponses. Donc Amabis est une entreprise de data management. Le data management, donc c'est à la fois une approche globale sur un aspect transversal dans l'entreprise qui recouvre trois axes de travail. Donc c'est l'organisation, les processus, c'est un axe humain bien évidemment parce que c'est beaucoup de formation, c'est beaucoup de sensibilisation, c'est de la conduite de changement et puis bien sûr c'est un axe technologique inévitable aujourd'hui pour le digital et là c'est d'apporter des solutions qui vont permettre donc encore une fois comme on l'a vu aujourd'hui typiquement de simplifier la tâche de l'utilisateur pour pouvoir lui fluidifier son expérience et garantir la collecte de données parce que cette collecte de données elle est vraiment fondamentale, vous l'avez compris, pour la connaissance client, pour la mesure et la productivité donc de l'entreprise. Et puis ce sont des métiers et c'est la convergence de 3 métiers, marketing commercial bien évidemment, système d'information et de plus en plus l'aspect législatif, l'aspect réglementaire parce qu'on en a parlé dans différents webinaires déjà cette année, on continuera d'en parler, l'aspect réglementaire avec le RGPD, donc le règlement sur la protection des données qui rentre en vigueur définitivement le 25 mai 2018, qui est déjà en vigueur pour les nouveaux traitements à partir du 1er mai 2016, donc si vous êtes peut-être déjà en retard sur ces aspects-là. Alors, on a un métier de conseil, d'éditeur, d'intégrateur de nos solutions sur 2 grands axes, l'aspect data quality dont on vient de parler ici en partie et on en a parlé dans une partie qui est vraiment fondamentale aujourd'hui qui est cette partie interactive, cette partie transactionnelle qui est propre au digital parce que, encore une fois, le digital est omniprésent et dès que vous avez l'opportunité de déléguer la saisie auprès de vos utilisateurs, vous économisez en interne, mais en plus vous permettez de lever des ambiguïtés sur des erreurs de saisie parce que les systèmes vont non seulement, encore une fois, simplifier la saisie, mais ils vont la contrôler en temps réel et donc la garantir quelque part et interpeller la personne pour qu'elle puisse lever l'ambiguïté au moment donc de la saisie. Conseil, audit, diagnostic, prestations correctives et préventives, et puis des solutions logicielles et des solutions de services. Une partie RCU, référentiel client unique, CRM et business intelligence, parce que là ici, on va pouvoir héberger, infogérer donc des bases pour pouvoir aboutir justement à cette à la complétude du traitement de l'information client, à savoir donc une fois qu'on a fait la qualité, donc d'unifier cette information, de l'exploiter de façon optimum avec de la business intelligence, donc pour décider, agir et puis gérer toute la phase de marketing opération, automation. Et puis donc des analyses descriptives et prédictives de comportement client. Donc voilà, des références qui sont sur tous les secteurs d'activité, parce que, y compris dans les collectivités locales comme Pôle emploi, par exemple, on gère pas forcément des clients, mais on gère des usagers, on gère un certain nombre de fiches, donc d'enregistrements dans lesquels interviennent des coordonnées de consommateurs, et on a besoin de travailler sur ces coordonnées pour pouvoir, encore une fois, unifier, avoir une vision unique du client. Alors, juste un petit peu de publicité, donc vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Amabis Data Management. Vous pouvez voir en replay nos différents webinaires, il y en a un certain nombre depuis, on en a 27 depuis qu'on a ouvert la chaîne. Le prochain, c'est le 11 juillet, justement, sur la cohérence d'un système d'information marketing. Vous pouvez nous retrouver également sur le blog du Data Management sur amabis.com. Et puis, je vais pouvoir donc ouvrir la séance de questions-réponses, voire revenir sur certaines démonstrations, puisqu'on a été peut-être un petit peu vite tout à l'heure sur certains aspects de fluidification de la saisie de coordonnées. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Je suis là pour y répondre.
Alors, vous pouvez retourner bien évidemment sur soeasyform.com pour voir les différentes vidéos, parce que vous trouverez sur les différents services. Alors, j'ai plusieurs questions qui semblent arriver. Tout le monde tape en même temps. Alors, je rappelle, 5 centimes, vous avez vu, 5 centimes pour valider et fluidifier un formulaire lorsqu'on sait qu'on paye des leads parfois plusieurs dizaines d'euros lorsqu'on saisit un formulaire. Alors, de la saisie prédictive inverse, la saisie prédictive, Claude, c'est lorsqu'on commence à saisir, alors je ne sais pas ce que ça veut dire inverse là, la saisie prédictive, c'est je commence à saisir dans l'ordre, non pas par le code postal, mais je saisis 31 avenue du Général Leclerc, et là, effectivement, il commence à proposer un certain nombre de choses. Alors, si je commence par 92 340, il va commencer aussi à me proposer les codes postaux villes, mais là, je vais m'arrêter sur le code postal ville. Je pense que c'est ça que doit, à partir du numéro de code postal. Alors, oui, on a la saisie prédictive qui se fait uniquement sur le code postal, qui se fait uniquement sur la voie une fois qu'on est à l'intérieur d'un code postal, ou de la saisie prédictive qui se fait sur la totalité d'une adresse. En fait, voilà les différentes possibilités, Claude, que l'on peut avoir. Donc oui, on a un service qui ne fait que de la saisie prédictive sur le code postal vide. Alors, sur Chronopost, on a l'inverse maintenant, code postal, puis adresse. Oui, c'est ça. Alors, sachez que le service répond dans les deux cas. C'est-à-dire que si vous saisissez code postal, si vous commencez par le code postal, il va vous proposer code postal ville. Si vous commencez par la ville, il va vous proposer dans l'autre sens code postal ville. Oui, c'est ça. Mais ça marche dans les deux sens, Claude. Alors, comment limiter, Swazik, c'est une bonne question, ça, comment limiter le frein de la vue d'un formulaire long? Alors, on peut tout simplement masquer des zones, comme on l'a fait de nous tout à l'heure un petit peu sur un exemple réduit qui était l'adresse, on n'avait mis qu'une seule ligne d'adresse. Le fait de remplir cette zone ensuite va dérouler le remplissage pour qu'il y ait un contrôle visuel derrière. Ça, c'est le premier point. Vous pouvez bien sûr émettre de saisir par exemple l'adresse, mais quand même si vous appelez le formulaire téléphonique, enfin le service web téléphonique, la pré-remplir lorsqu'on a une réponse dans l'annuaire. Et puis, vous pouvez, au fur et à mesure que les champs se remplissent, afficher les champs à remplir. Alors, ça peut paraître un peu indélicat à un moment donné, parce qu'on voit deux zones à remplir, et puis quand j'ai rempli les deux zones, une troisième s'affiche, une quatrième va s'afficher au fur et à mesure. Mais c'est effectivement une méthode pour pouvoir masquer le... Alors après, tout dépend aussi des objectifs. Nous, on a fait un formulaire long dans la rubrique formulaire, et on a fait un formulaire beaucoup plus court sur les pages qui nous intéressent, parce que là, encore une fois, ça dépend de la motivation, de l'envie. Et si vous voulez avoir des gens motivés et que vous voulez mesurer un degré d'engagement important, le formulaire peut être un peu plus long. Et là, vous êtes sûr d'avoir, si quelqu'un prend la peine de remplir ce formulaire, il prend la peine de le faire, donc c'est qu'il est engagé. Alors aussi, manier avec parcimonie les champs obligatoires. Je m'explique, si vous demandez une adresse, vous n'êtes pas obligé de la rendre obligatoire. Vous pouvez mettre un code d'activité, par exemple, parce que nous, ça nous sert à dispatcher pour les commerciaux. Là aussi, ne le rendez pas obligatoire, parce que toutes les zones obligatoires sont des contraintes supplémentaires. Et puis, on s'expose sur les zones obligatoires à avoir des XXX qui ne sont pas forcément pertinents, en fait. Donc, attention au contrôle. Il faut, encore une fois, là... alors, il n'y a pas de réponse, je dirais, universelle. Simplement, il faut faire des tests et il faut être astucieux et voilà, il faut faire des tests. C'est le meilleur moyen. Alors Claude, merci, oui, avec plaisir. Ok, merci Swazik, avec plaisir. Alors, est-ce que j'ai loupé une question? Voilà, Swazik, et c'est prédictif sur Chronopost, ok. Non, j'ai pas laissé de... Voilà. Alors, je vais mettre en ligne, dans quelques instants, je vais mettre en ligne le diaporama. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous donc le 11 juillet, si vous le voulez bien. Vous pouvez vous inscrire. Vous devez avoir un petit bouton pour vous inscrire là d'ores et déjà sur
sur le webinaire du mardi 11 juillet. Je vous remercie de votre participation active. Je vous souhaite bonne continuation et puis je vous dis donc à très vite sur soziform.com, sur amabis.com, sur notre chaîne Webikeo et bien évidemment sur nos réseaux sociaux. Merci à tous. À bientôt. Ah, des informations de segmentation client. Alors, pour bien comprendre le sens de la dernière question in extremis de Claude, pour bien comprendre la question, la segmentation, oui, on en fait, et on en fait après étude de ce que vous avez en base. Donc là, il faudrait savoir ce dont vous disposez en base. Alors, les segmentations, en fait, comment est-ce qu'on fait une segmentation? On analyse en fonction d'une part de ce que vous voulez obtenir comme comportement, comme explication de comportement, comme explication de les segmentations. Il y a des segmentations prédictives, il y a des segmentations descriptives. Donc, en fonction des éléments que vous avez dans la base de données, on va s'appuyer sur ces différents éléments pour soit faire du descriptif, soit faire du prédictif. Et on commence souvent par faire, enfin, on commence toujours par faire du descriptif avant de faire du prédictif. Donc, on va d'abord regarder de comment se compose votre base et d'intégrer ces différents éléments, alors, tels que l'âge ou les profils. Alors, si vous n'avez pas l'âge ou les profils, Claude, on a aujourd'hui des possibilités d'enrichir ce type de choses, soit au travers de mégabases partenaires dans lesquelles on va matcher soit sur un email, soit sur un nom, un prénom, une adresse, par exemple, soit au travers d'Iris. On a la possibilité, via l'adresse géographique, de compléter donc l'IRIS et d'acheter auprès de l'INSEE des informations qui sont issues du recensement, qui sont issues de la DGI, la Direction Générale des Impôts, et qui nous permettent de savoir que les gens qui vivent dans ce quartier-là, l'IRIS c'est un quartier homogène de 2000 habitants, que ce quartier-là, eh bien, ce sont des gens plutôt jeunes, donc là on aura plus des moyennes, mais on a des informations complémentaires. Je pense qu'on a un partenaire aussi qui a une information de type géoportrait, donc qui va nous permettre d'ajouter 16 variables sur du B2C, là, ici, pour nous dire, ben voilà, ils sont plutôt dans des CSP de tel type, ils sont plutôt dans telle tranche de type d'âge, telle tranche de type de revenu, etc., pour qualifier des fichiers qui ne le seraient pas a priori donc, dans vos bases de données. Merci JL. Jean-Luc, je suppose. OK, merci à tous. Alors, via Amabis, a priori, rien d'accord dans vos bases de données. OK, Claude. L'identification de la typologie du client. Alors oui, ça, ce sont des prestations qu'on peut faire, Claude, sur analyse de votre base de données. Donc, si vous le voulez bien, le mieux, c'est de nous contacter en privé, de façon à ce qu'on puisse répondre de façon un petit peu plus pertinente. Alors, une idée de coût. Des typologies, ça va varier dans les 3 à 5 000 euros par étude. Hein. Ça dépend de la base de données, ça dépend de ce qu'on trouve dedans. Voilà, donc là, 3 à 5 000 euros, c'est un ordre de coût. Alors, non, ce n'est pas inclus dans Soeziform. Dans Soeziform, on est vraiment sur la fiabilisation de la collecte et Soeziform, c'est un portail d'intégration, une facilitation d'intégration des services web Amabis, que vous pouvez intégrer par ailleurs d'ailleurs, mais ce n'est pas inclus dans Soeziform, c'est plutôt de la prestation de service. Là. Ah, alors, identifier le client, d'accord, de l'identifier, mais de l'identifier parce qu'il est déjà client dans votre base. Alors, là, on a plusieurs possibilités. Soit le client, il s'identifie avec un code qui est déjà un code de client classique type l'email, et là, vous pouvez le rapprocher, le matcher facilement. Soit on fait une dédupe à ce moment-là. Et là, on a... Au départ, s'il s'agit d'un client inconnu, d'accord, et vous voulez le rapprocher. D'accord, ok. Ah, de faire ça en interactif. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de service interactif sur l'enrichissement en temps réel de catégories socio-professionnelles, par exemple. Ça, je n'ai pas aujourd'hui. C'est à l'étude. Sachez que c'est parce qu'on nous avait déjà posé la question et c'est tout à fait possible, techniquement parlant, mais c'est pas disponible aujourd'hui à la vente. Bon, par contre, votre demande, Claude, pourrait faire accélérer la mise en œuvre de ce type de choses. OK.
On l'attend avec impatience, d'accord. Bon, à ce moment-là, contactez-nous en mode privé et puis on reviendra vers vous pour étudier cette possibilité de façon plus précise. Ok, merci à tous. Bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.